Alors, je voudrais d'abord remercier Alain Gege pour son invitation renouvelée ici au Centre Laser Victor Hugo, et remercier également Alain Saad qui est le co-concepteur avec moi du Score Analyzer, donc qui est un nouveau logiciel qui marche avec l'Orbscan. Vous allez voir que c'est un logiciel, mais c'est surtout une méthode qui pourra d'ailleurs s'appliquer à d'autres machines ultérieurement. Et donc ça a été le fruit de, je pense maintenant, 12 ans de travail, dont une grosse partie de collecte de données. Alors à la Fondation, on n'a pas que l'Orbscan. On a eu l'Orbscan parmi les premiers topographes. On a d'autres topographes depuis. Mais on utilise toujours l'Orbscan en dépistage de routine, pour une raison peut-être liée à son ancienneté, au fait qu'on est familier avec cette machine. Pour une autre raison aussi, qui est peut-être qu'elle était la seule pendant longtemps à être munie d'un disque de Placido et d'un système de balayage, alors que le Pentacam qui arrivait après n'avait pas le Placido. Et c'est une machine, quand on la regarde bien dans ses entrailles, notamment logicielles, on se rend compte qu'en 1995, année du lancement de l'Orbscan, tout était déjà là. Il y avait déjà le facteur Q, il y avait déjà les cartes d'élévation, il y avait déjà ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les exclusions possibles de certains points pour calculer des sphères de référence modifiées. Tout était là, mais rien n'était fait de manière à ce qu'on puisse nous être guidés pour interpréter les cartes. Donc c'était comme une boîte un peu à outils, mais bien utile quand on veut finalement explorer la cornée en profondeur. Alors pourquoi on utilise l'Orbscan en chirurgie réfractive? Ça a été dit parce que la complication très rare, il faut enlever de l'idée, de l'esprit des gens, l'idée que l'ectasie plane comme une épée de Damoclès au-dessus de tout l'asique. C'est très important, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure chez nous. L'ectasie est une complication rare, certes sévère mais rare, qui arrive très rarement et dont on peut expliquer la survenue dans 99,9% des cas, et c'est souvent un problème de non-dépistage d'une forme fruste de kératocone. Donc c'est fondamental pour nous d'avoir tous les outils pour dépister le kératocone. Et dans cette présentation, je vais vous expliquer comment on peut utiliser l'Orbscan et le score, mais tous les moyens sont bons dans ce contexte, la clinique, etc. etc. Donc l'ectasie, c'est là vraiment la crainte. Alors le logiciel Score a été conçu il y a plusieurs années. Depuis 2 ans, on était en attente du marquage CE, qui est vraiment difficile à obtenir aujourd'hui, depuis l'histoire de certaines prothèses mammaires qui a un petit peu refroidi les ardeurs des gens qui valident le marquage CE. Ce n'est pas encore comme la FDA, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas là. En tout cas, on a eu le marquage CE en décembre, et donc on a inauguré le premier logiciel Score à la Fondation il y a peu. Et vous voyez ici les photos des concepteurs, donc Alain Saad et Damien Gatinel. Alors, qu'est-ce que c'est que le score? C'est 12 variables dans une fonction discriminante. Je viendrai un petit peu expliquer après rapidement ce que c'est. Donc c'est ça un peu la nouveauté, c'est que vous avez un chiffre qui est censé quantifier le degré de similitude à une forme fruste de kératocone, et le seuil 0, donc est un peu la frontière entre les cornées qu'on peut juger normales et les cornées qu'on peut juger comme anormales, en sachant qu'évidemment un seuil c'est toujours arbitraire et qu'il y a un continuum. Donc il y a un score, et ce score, encore une fois, est calculé par la machine avec une fonction discriminante qui utilise 12 indices. Donc les défis qu'il y avait à relever, c'était un défi sémiologique tout d'abord. Quand on parle de kératocone, de forme fruste, de forme suspecte, des fois on ne sait pas bien de quoi on parle. Les formes frustes, c'est les formes qui ne sont pas les formes suspectes, parce que les formes suspectes, à partir du moment où on les identifie, on est tout à fait à même de faire un pas en arrière et dire au patient, attendez, je vais peut-être reconsidérer votre indication de l'ASIC. Bien entendu, on n'opère pas les kératocones. C'est les formes frustes qui sont à problème, les formes que l'on ne reconnaît pas immédiatement comme possiblement atteintes d'une forme très débutante infraclinique de kératocone. Et tout nouveau critère a pour ambition, non pas de réduire à 0 cette proportion, parce que je crains que ce soit vraiment impossible, mais de la réduire, c'est-à-dire de minimiser le risque d'erreur de diagnostic en préopératoire. Alors c'est un peu comme la cueillette des champignons, pour ceux qui font ça. Quand vous avez un champignon comme ça dans l'herbe, vous ne savez pas trop ce que c'est, et c'est comme la cornée, il faut regarder parfois derrière, la face postérieure, pour avoir l'idée, en regardant la façon dont le champignon est formé, la collerette, s'il est vénéneux ou comestible. Et le problème en plus en chirurgie réfractive, c'est qu'on ne voit pas forcément les champignons au stade adulte. On voit des cornées dont on sait qu'elles vont évoluer. Et il va falloir utiliser tout un tas de critères. Les gens qui font de la mycologie pourront vous en parler des heures, entre la forme du chapeau, de la collerette, du bulbe, etc. pour dire finalement ce champignon est dangereux, il ne faut pas le manger. Cette cornée est dangereuse, il ne faut pas l'opérer. C'est un peu l'approche du score. Vous allez voir une multitude de critères combinés. Il y a l'autre approche qui est celle des aéroports, qui est de faire sonner à peu près tout le monde au portique. Et ça, c'est un problème en chirurgie réfractive, parce que si on dit que toute cornée est anormale, on ne va plus opérer grand monde, et on va récuser des candidats qui auraient été de bons candidats au LASIK. On va récuser des patients pour rien. Donc le problème des seuils de dissection, c'est de ne pas avoir une machine qui va vous faire
dire à chaque fois que c'est peut-être un kératocone. Donc c'était aussi ce qu'on avait dans la tête, c'est de ne pas arriver à détecter pour rien. Ça, c'est un exemple de faux positif. Un patient vient vous voir pour un LASIK en placido OPD scan, c'est-à-dire une forme pure d'analyse de la topographie antérieure de la cornée, et vous voyez qu'il y a une possibilité de kératocone. Mais quand vous regardez les cartes d'élévation, le patient a des cartes normales, globalement. Il est certes cambré, mais c'est un astigmatisme direct, régulier. Il y a une bonne symétrie entre l'œil droit et l'œil gauche. J'ai opéré ce patient malgré le diagnostic de kératocone. J'ai peut-être pris un risque médico-légal, mais je l'ai opéré. Ça fait 5 ans et maintenant probablement 6 ans que je suis ce patient. Il n'a jamais fait d'ectasie. C'était un faux positif. Mais ça, c'est moins un problème que les faux négatifs. Vous voyez ici, en revanche, le topographe Placido vous dit que la cornée est normale. Ça, c'est la carte Placido. Ça, c'est le front d'onde cornéen et la carte de réfraction. Mais d'après la cornée antérieure et l'analyse Placido et les indices de Kleist-Maeda, on est en droit de juger cette cornée normale. Quand on regarde leur scan, on voit que la cornée est fine, 500 microns, que la face postérieure est un peu irrégulière, qu'il y a un astigmatisme inverse un peu irrégulier à droite. Et à gauche, c'est pareil, il y a un astigmatisme oblique un peu irrégulier, une cornée qui n'est pas très épaisse, un point le plus fin qui se décentre, une face postérieure dont l'élévation augmente. On se dit que ce patient est peut-être, lui, un faux négatif, et c'est le genre de patient pour lequel je reconsidère fortement une indication de LASIK. D'autant plus que l'examen biomécanique montre une hystérèse plutôt réduite et des pics dont l'amplitude est faible. Donc les faux négatifs, c'est l'ennemi, c'est ceux qu'on tracte, et une bonne méthode pour trouver des faux négatifs, c'est de regarder des gens qui ont, et c'est des gens qu'on ne trouve pas souvent, mais une forme avérée de kératocone d'un côté et une forme jugée normale. Ici, c'est le pentacam qui dit que d'un œil, il y a un kératocone et de l'autre œil, il n'y en a pas. Alors évidemment, on sait que le kératocone, c'est une maladie bilatérale. Il y a des gens qui se frottent compulsivement un seul œil, qui ne sont pas forcément des bons candidats à mettre dans cette analyse parce qu'ils ont des formes authentiquement unilatérales. Mais ce patient ne se frottait pas plus un œil que l'autre. Il était jeune et vous voyez, il y avait une asymétrie ici. Donc c'est typiquement des patients dont l'étude de l'œil normale est très intéressante parce qu'elle révèle probablement les prémices de l'affection, a fortiori quand ce sont de faux négatifs pour des critères de détection qui sont déjà connus et sur le marché. Voilà la carte ORSCAN du patient et c'est typiquement ce genre de carte qu'on a voulu utiliser pour mettre au point le score, c'est-à-dire des cartes qui étaient jugées normales par d'autres topographes mais dont on savait grâce à l'autre œil qu'elles n'avaient pas à être jugées normales mais au contraire à être jugées comme des formes débutantes de kératocone. Et alors ce patient c'est intéressant parce que le même patient qui était jugé normal en pentacam était jugé comme un possible suspect de kératocone rien que sur l'analyse antérieure. Le message de tout ça, c'est qu'il ne faut pas jeter les topographes avec l'eau du bain. Toutes les machines sont bonnes à utiliser parce qu'encore une fois, il faut vraiment s'entourer de toutes les précautions. Mais le problème, c'est les faux positifs et bien sûr les faux négatifs. Et voilà l'autre œil qui était correctement diagnostiqué comme un kératocone chez ce patient, avec des indices biomécaniques très altérés. Donc le deuxième challenge, c'est que la clinique, c'est de trouver ces patients qui sont ceux qu'on cherchait pour mettre au point le logiciel, c'est-à-dire des gens qui avaient indiscutablement un kératocone d'un côté et indiscutablement, en tout cas de manière objective, sur des critères établis, une normalité de l'autre. Et c'est ces formes de kératocone tellement débutants qui sont sous les seuils de détection classique qu'on appelle les formes frustres de kératocone, selon la définition de Steve Kleist, qui est un des pionniers de la topographie cornéenne. Donc c'est ces cornées, les fameux faux négatifs, qu'il va falloir identifier, un peu comme les champignons qu'on pense être comestibles, mais qui peuvent s'avérer malheureusement vénéneux. Une fois qu'on a collecté un nombre de patients suffisant, dont on sait avec certitude que ce sont des faux négatifs grâce à l'autre œil, on peut les comparer à des gens qu'on a opérés, qui ont fait l'expérience du LASIK sans complications, et faire un test statistique, qui était le troisième challenge, et qui est l'analyse discriminante. Alors pourquoi faire une analyse discriminante? Parce que ça a été tenté pendant plusieurs années, des gens sont venus avec des critères, le rouge, l'F-carpides, mais aucun critère n'est jamais sensible et spécifique de manière isolée. Vous voyez ici un histogramme des valeurs prises par l'irrégularité ou le décentrement vertical du point le plus fin. Les verts sont les normaux, les rouges ici sont les frustres. Les valeurs sont tellement superposées qu'il est impossible avec un test d'être à la fois sensible et spécifique. En revanche, si vous combinez ces tests pour lesquels les distributions gaussiennes s'empiètent beaucoup dans un test global, vous pouvez avoir une meilleure séparation des formes normales, des formes à risque que vous voulez identifier. Donc c'est la combinaison de 12 indices qui a permis de faire le score. Alors ici, vous pouvez voir l'idée de la faiblesse d'utilisation d'un critère. Si on prend que la kératométrie,
et qu'on décrète un seuil à 47, vous pourrez considérer que tout patient avec une kératométrie au-delà de 47 est un kératocone. Dans ce cas-là, vous aurez toujours la possibilité, malheureusement, d'avoir des faux négatifs parce qu'on peut avoir une cornée... des faux positifs parce qu'on va avoir une cornée cambrée et être normale, pardon, mais vous aurez bien évidemment des faux négatifs, car de nombreux patients avec des formes frustes de kératocone ont des kératométries plus faibles que 47. Si vous mettez le seuil en bas, c'est le problème inverse. Vous avez certes moins de faux négatifs, mais vous n'allez plus opérer grand monde, puisque beaucoup de sujets sains ont des cornées avec des kératométries un peu plus élevées que la moyenne. Mais si vous combinez la kératométrie avec l'épaisseur centrale et que vous maintenant représentez ces sujets dont vous savez quels sont les mauvais et quels sont les bons dans un plan, vous pourrez définir un seuil de séparation un peu meilleur avec uniquement cette fois-ci un faux positif et plus que deux faux négatifs. Donc vous l'avez compris, on peut continuer ce genre de test en multipliant les variables, ici 3 variables. Dans l'espace, on peut définir un plan, on va mieux le voir de profil ici, qui maintenant ne laisse plus passer qu'un faux négatif, qu'un faux positif. Donc c'est ce qu'on a fait avec le score, on a cherché des variables qui étaient discriminantes, et plutôt que de les utiliser une par une ou consécutivement, on les a combinées, ce qui forme une équation linéaire, avec des coefficients qui se multiplient, et qui aboutit à faire un chiffre pour une cornée donnée. Tout ça, ça a été publié dans des revues qui sont ici montrées en termes de titres et d'abstract, que vous pouvez trouver sur Internet sans problème, ou sur mon site. Et la méthode a finalement été implantée dans l'Orbscan. Mais c'est une méthode qui est implantable dans n'importe quel topographe, à condition d'avoir suffisamment d'yeux intéressants à étudier et suffisamment d'yeux normaux auxquels les comparer. Donc le score, c'est 12 indices qui sont ici et qui aboutissent à un chiffre unique. C'est, j'insiste beaucoup là-dessus, un examen qui a une valeur uniquement si il est de bonne qualité. Ça ne concerne que les myopes de moins de 50 ans qui n'ont jamais été opérés de quoi que ce soit. Et on vous conseille, mais ce n'est pas obligatoire, de régler votre facteur acoustique sur 0,92 avec l'Orbscan. Si vous respectez ces conditions, vous pouvez utiliser le score pour du dépistage de kératocone fruste. Le score est le seul logiciel aujourd'hui qui combine le placido, l'élévation antérieure, l'élévation postérieure et le profil d'épaisseur de la cornée en un seul logiciel. Alors voici le logiciel. Il est ici donc le score positif chez ce patient dans cet exemple. Et vous voyez d'autres cartes dont je vais vous parler maintenant. Donc le score, c'est la première valeur qu'il faut regarder. Au-delà de 0, on déconseille le LASIK. C'est péremptoire, certes, mais on dit que topographiquement parlant, on pense que cette cornée est suspecte d'une forme fruste de kératocone. On a choisi 0, on a réglé le seuil pour qu'il soit le plus sensible et le plus spécifique possible. La deuxième chose en plus, c'est le radar. C'est une carte radar qui est une carte qui permet une inspection visuelle, une recherche d'indices plus aisée. Avant le score, on avait la possibilité de suivre comme ça les cartes des patients avec nos yeux et d'essayer de se faire une idée de la normalité ou de la non-normalité des cartes. Le radar, c'est fait pour ne pas laisser passer un indice qui pourrait être anormal et que vous ne verriez pas en regardant directement. Donc il y a 6 indices, dont certains font partie du score. Il y a le point le plus fin en haut, l'élévation postérieure maximum ici, l'irrégularité dans les 3 mm, la coordonnée verticale du point le plus fin, autrement dit le décentrement du point le plus fin, l'épaisseur centrale moyenne dans les 2 mm moins la valeur du point le plus fin, donc la rapidité d'amincissement très centrale, et l'indice I-S, qui est un vieil indice placido, qui est la moyenne kératométrie inférieure moins la moyenne des kératométries supérieures. Un code couleur assez simple, vert normal, jaune borderline ou anormal débutant, et rouge bien sûr. Vous voyez dans un exemple de kératocone très anormal, et vous voyez les scores qui correspondent à ces 3 situations. Donc voilà un patient qui avait tout à l'heure un score positif. On voit que sur le radar, ce qui le rend positif, c'est son asymétrie verticale, qui est ici à 1.2, 1.3, et qui est en soi déjà suspecte. Enfin, en plus de ces cartes donc QuadMap classiques, du score et du radar, on a rajouté les cartes de pachymétrie moyenne et de vitesse d'amincissement, qui sont comme pour le pentacam, des cartes qui sont ici la valeur moyennée par hémiméridien de la cornée, de la périphérie vers le centre, et ici la vitesse d'amincissement de la cornée de la périphérie vers le centre. C'est la même courbe que le pentacam, c'est les mêmes courbes que le pentacam, mais on a jugé plus logique de les représenter du point
de la périphérie vers le centre, et on parle de vitesse d'amincissement, là où le pentacam parle de vitesse d'épaississement. Bien sûr, ça revient au même, mais le kératocone étant une pathologie où la cornée s'amincit, on pense qu'il est préférable de parler de vitesse d'amincissement. Plus les courbes sont basses, moins bien c'est, plus elles sont hautes, mieux c'est. Donc c'est facile, alors que je crois qu'en pentacam, il faut un petit peu réfléchir. Ici, plus la carte est basse, ici, vous voyez, c'est pas bon. Alors pour finir, des exemples. Donc une cornée normale, ici un score négatif, un radar dans le vert, des courbes dans la moyenne, vous voyez ici la distribution des valeurs normales dans la bande verte, et une carte quad map d'élévation et de pachymétrie et de courbure qui est a priori normale. Le radar est normal, les courbes sont dans la moyenne, et le score est négatif. Donc s'il n'y a pas d'autres contre-indications au LASIK, chez cette jeune myope, on peut envisager une chirurgie. A l'inverse, voici une carte de kératocone infraclinique débutant. Alors, on peut avoir une suspicion sur la forme un petit peu irrégulière de l'astigmatisme inverse ici, mais on est heureux de voir cette suspicion corroborée par, ici, un radar dont la valeur de l'amincissement très central est suspecte. Et puis, vous voyez une courbe d'amincissement, de vitesse d'amincissement qui est borderline. Et ça, c'est un très bon signe. Même quand le score est très faiblement positif, si la courbe est basse ici, on déconseille également de faire un LASIK. Et ici, vous voyez ce qui, dans le calcul du score et du radar, peut être à l'origine du verdict de kératocone infraclinique débutant. Le score et le radar. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser le score dans les formes de kératocone très avancées. Vous aurez des chiffres qui sont bien plus élevés. Ça n'a pas d'intérêt diagnostique, mais c'est un intérêt de suivi. Si vous suivez des kératocones et faites du cross-linking, il est à notre sens préférable d'utiliser une métrique qui elle-même repose sur 12 indices que de se baser que sur la kératométrie qui n'est pas forcément très fiable chez les cônes, que sur l'épaisseur qui n'est pas toujours très fiable non plus. Donc vous pouvez suivre un kératocone grâce au score. Alors on a testé le score au début, on a pris des patients qui avaient des kératocones unilatéraux pour être sûr que ça marchait par exemple, et vous voyez ici dans ce cas, le score est faiblement positif du côté dit sain, mais il l'est quand même avec un radar un petit peu pathologique, et puis une courbe, vous voyez ici, qui est proche de la valeur inférieure. Une cornée qui est relativement fine, un peu d'astymétrie, mais cette patiente était normale en topographie placido au PD scan. On a retrouvé les cartes Orbscan de 2002 de cette patiente, et on a vu qu'en 2002, son score n'était que de 0,3. Il était de 0,8 quelques années plus tard. C'était globalement la même chose, mais avec un score un peu plus faible. On a un autre exemple ici. Vous voyez, tous les indices Tomei sont normaux, et le Tomei est un bon topographe, mais il n'utilise que les données placido. L'autre œil est indiscutablement un kératocone avancé. Ici, les cartes Orbscan qui correspondent aux deux yeux. Et quand on regarde l'Orbscan et qu'on fait le score, on trouve un score très faiblement positif, mais positif quand même, du côté sain, avec un radar un petit peu pathologique ici. Et vous voyez encore une fois une courbe d'amincissement, de vitesse d'amincissement qui est pathologique. Un exemple de progression de kératocone. 2007, le score est à 11. Alors évidemment, on voit tout de suite qu'il y a un kératocone. Le radar, c'est vraiment un drapeau rouge. 2 ans plus tard, le score a un petit peu progressé. Et puis, encore quelques années plus tard, en 2011, le score a franchement progressé. Donc ça, c'est typiquement une cornée dont l'ectasie progresse. A l'inverse, ici, vous voyez en bas une cornée dont le kératocone est relativement stable, puisqu'en 3 ans, le score est à peu près identique à 5,4, 5,3. En haut, entre 2007 et 2010, en 3 ans, même période, vous voyez un score qui a doublé entre 13 et 26. Donc là, un kératocone qui évolue très très rapidement. Enfin, pour terminer, le cœur du sujet, c'est la prévention de l'ectasie. Alors, on a testé le score, on a fait des études dont certaines seront présentées à la SCRS avec d'autres centres dans le monde, hein, notamment un centre à Singapour qui s'est prêté au jeu. Là, je vais vous parler de cas d'ectasie qui sont des cas que j'ai eus moi-même, malheureusement, c'est le dernier, ou qu'ont eu des confrères à moi qui ont bien voulu les partager. Et vous voyez ici une forme de kératocone que j'aurais opéré également moi-même à l'époque et qui a fait malheureusement une ectasie du côté droit. C'était dans les débuts des années 2000, hein, avec à gauche une forme non ectatique mais une cornée un petit peu instable peut-être. Mais à droite, un début d'ectasie. Pas une énorme ectasie, mais une ectasie quand même. Donc, du côté qui n'a pas fait l'ectasie, on a calculé le score. Alors bien sûr, rétrospectivement, puisque on ne pouvait pas avoir le score à l'époque, hein, ça n'existait pas, mais on peut calculer des scores sur de vieux examens Orbscan. Et il était négatif. En revanche, malheureusement, du côté où il y a eu cette ectasie, le score à l'époque, en 2000, la date est celle du calcul du score, mais pas de la réalisation de l'examen, qui était fait bien avant ça.
le score était positif, donc aurait prédit l'ectasie qui est arrivée après. Donc c'est un premier exemple. Et vous voyez, le radar était aussi un petit peu pathologique chez cette patiente en préopératoire, bien évidemment. Le deuxième cas, c'est celui-ci, donc les cartes préopératoires, une cornée épaisse, 574 microns de point le plus fin, enfin de cornée moyenne centrale, un point le plus fin à 560, un astigmatisme oblique, une face postérieure un peu suspecte, mais comme on en voit parfois chez des cornées tout à fait normales. L'autre œil, vous voyez, un peu moins même, peut-être suspect que l'œil droit, avec un point le plus fin un peu décentré en temporal, mais c'est pas énorme. Une face postérieure normale, un astigmatisme oblique, une symétrie droite-gauche qui est relativement respectée. Et malheureusement, une ectasie du côté droit après l'asique. Donc pareil, on récupère les cartes pré-op, on passe au score, et on voit que du côté où l'ectasie est survenue, le score est en préopératoire de 1,6, alors qu'il est tout juste négatif du côté gauche, qui n'a pas fait, et j'espère ne fera jamais, l'ectasie chez cette patiente. Et enfin, le troisième cas, il est à moi. C'est une patiente que j'ai vue pour la première fois en 2005 pour une chirurgie LASIK à la Fondation. Et alors, à qui j'ai fait faire donc, un ORB-scan, un OPD scan. Donc, c'est les cartes préopératoires. L'épaisseur ici, c'est 541. Là, je crois que c'est à peu près la même chose. Bon, rien de très remarquable, avec les yeux de 2005 a fortiori. Et encore aujourd'hui, je ne rejetterai pas la possibilité d'un LASIK de manière immédiate. D'autant plus que l'analyse Placido était normale. Évidemment, on peut peut-être se dire que la cornée est un peu cambrée au centre et un peu asphérique négative, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à une femme d'une trentaine d'années. Donc j'ai opéré cette patiente et malheureusement, elle est revenue l'année dernière, en 2013, avec un tableau d'ectasie du côté gauche. Pas d'ectasie à droite, mais une ectasie malheureusement à gauche. Donc j'ai évidemment ressorti le dossier de cette patiente. Alors vous voyez ici les OCT qui correspondent, avec un mur résiduel postérieur qui est, je crois ici, mesuré largement à 350 microns, 351 microns exactement, 373 en périphérie. L'autre œil a un mur résiduel postérieur aussi du même ordre, donc largement au-delà des seuils que l'on préconise pour le mur postérieur. Même des seuils les plus conservateurs de 300 microns et une ectasie. Donc évidemment, alors on a publié ce cas parce que quand on a calculé le score rétrospectivement, on s'est rendu compte que le score était négatif du côté qui n'a pas fait l'ectasie et tout juste positif du côté qu'il a fait, ce qui était une petite consolation malgré tout pour moi, mais malheureusement qui ne pourra pas remédier au tableau d'ectasie que la patiente vit par ailleurs relativement bien en lentille rigide aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, j'étais un petit peu surpris et je me suis dit que finalement l'élève, enfin la créature dépassait le maître, puisque moi avec mes yeux de l'époque j'ai fait un LASIK que j'aurais pas dû faire, mais que le logiciel que l'on a créé ensuite a rattrapé, malheureusement trop tard, ce diagnostic qui était difficile, certes, je l'avoue, mais néanmoins, de manière objective, a montré que cette cornée n'était pas si normale qu'elle en avait l'air en préopératoire. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Et j'en profite pour remercier mon équipe, et bien sûr en particulier le docteur Sad, qui a beaucoup contribué, notamment au développement statistique, et qui participe aujourd'hui activement à toutes les réflexions que l'on fait, lui et moi, autour de la détection du kératocone. Et il y aura d'autres nouveautés dans le futur avec d'autres instruments pour cette détection. Et puis j'en profite aussi pour vous annoncer que la seconde édition de mon ouvrage Topographie cornéenne, dont vous avez peut-être acquis la première, va sortir à la SFO. Et il y aura notamment une explication du score et puis des autres dépistages des autres logiciels de dépistage du marché. Voilà, je vous remercie encore et merci Alain pour cette invitation.